Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'assister à la finale du second défi de la charte 100% francophone. 238 étudiantes et étudiants représentant 18 écoles réparties sur toute la province ont participé à cette simulation de procédure d'appel. Elles et ils ont analysé le cas que nous leur avons soumis, ont effectué des recherches approfondies pour trouver des décisions de justice antérieures qui s'y rapportent et ont rédigé un mémoire de qualité professionnelle similaire à ce que les avocats soumettent à la cour d'appel. 19 équipes sont allées au bout de l'exercice et ont soumis leur mémoire. Notre jury a sélectionné 2 finalistes. Pour l'appelante, il s'agit de Winston Fournier de l'ESC Saint-Charles-Garnier à Whitby. Et pour l'intimé, il s'agit de Gabriel Latouche et Anna Licu de l'ES Norval-Morisseau à Richmond Hill. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé. Je sais combien les circonstances étaient difficiles et j'ai vraiment été impressionné par l'énergie que vous avez déployée. Ne vous faites pas de soucis si vous n'êtes pas allé au bout du projet. Vous n'êtes pas seul. La majorité des participants ne sont pas allés au bout de l'exercice et c'est tout à fait normal. C'est un vrai défi, de loin le plus difficile de nos programmes. Le simple fait d'avoir pris connaissance du cas d'étude et d'avoir tenté de répondre aux questions juridiques qui se posent va vous permettre de mieux comprendre notre système juridique et ce qu'implique d'entreprendre une carrière dans ce domaine. La finale sera jugée par Madame la juge Thorburn de la Cour d'appel de l'Ontario, assistée de Sophie Cassel de la Cour supérieure de justice de l'Ontario et d'Éric Arsenault de la Cour d'appel de l'Ontario. Pour les présenter, je vais passer la parole à Jessie Abel. Elle a reçu son baccalauréat en histoire et en anglais de l'Université de King's College à Halifax en 2014. En 2021, elle a complété ses études en droit à Osgoode Hall Law School. Pendant ses études de droit, elle a travaillé à plusieurs cliniques juridiques comme chargée de dossier, notamment dans le domaine du droit du travail à Parkdale Community Legal Services et dans les domaines du droit de la famille, du droit criminel et du droit de l'immigration à la Barbara Schliffer Commemorative Clinic. Depuis le mois d'août 2021, elle travaille en tant qu'auxiliaire juridique à la Cour d'appel de l'Ontario. Jessie, c'est à vous. Merci beaucoup, Thomas. Alors, bonjour et merci de participer à la finale du défi de la charte. Alors, je vais dire quelques mots à propos du déroulement de l'audience et puis je vais présenter le panel. Alors, voici les instructions pour les avocats. Les avocats vont présenter leurs arguments l'une après l'autre en commençant par l'appelante. Les juges peuvent poser des questions à tout moment aux avocats durant leur présentation. À la Cour d'appel de l'Ontario, on n'appelle pas la juge ou le juge votre honneur, mais par leur nom, et on adresse le panel d'une manière formelle, c'est-à-dire on peut dire la juge Thorburn ou le juge Arsenault. Lorsque vous présentez vos arguments, c'est typique d'utiliser des notes de présentation. N'oubliez pas de regarder la vidéo de temps en temps pour voir si le panel a des questions à vous poser. Nous vous demandons de ne pas interrompre une juge ou un juge. Si une juge ou un juge vous interrompt, cessez de parler jusqu'à ce que la juge ait terminé avant de répondre ou de reprendre. Nous vous demandons de ne pas interrompre l'avocate ou l'avocat adverse lorsqu'il adresse le panel. Vous devez toujours attendre que la juge ou le juge vous donne permission pour répondre à un argument présenté par l'avocat adverse. Le panel s'appuyant entièrement sur les documents électroniques, nous vous demandons de laisser le temps nécessaire pour trouver l'information demandée lorsque vous faites référence à un passage ou à un paragraphe particulier. Lorsque vous n'intervenez pas, vous ne déposez pas, merci de couper votre micro afin de minimiser les bruits de fond. Et bonne chance. Et maintenant, je vous présente le panel. La présidente est la juge Thorburn, accompagnée par le juge Arsenault et la juge Cassel. La juge Thorburn est nommée juge de la Cour d'appel de l'Ontario en 2019. Avant sa nomination, elle était juge de la Cour supérieure de justice à Toronto et chef d'équipe de la Cour divisionnaire. Elle est titulaire d'un baccalauréat en interprétation champ de l'Université de Montréal et d'un baccalauréat en droit de l'Université Queen's. Elle détient également un certificat en droit international privé de l'Académie du droit international de La Haye et est diplômée en piano et médaillée d'argent en voix du Royal Conservatory of Music. Elle est directrice internationale de l'Association internationale des femmes juges et l'ancienne présidente du chapitre canadien de l'Association internationale des femmes juges. Avant de devenir juge, la juge Thorburn était associée chez Castlesbrock, où elle a été chef du groupe du droit de l'information, des communications et du divertissement,
et membre du comité de direction. Elle travaille en français et en anglais et maîtrise également l'italien. Et puis, le juge Arsenault. Éric Arsenault est un Acadien originaire du Nouveau-Brunswick. Il a fait son secondaire dans une petite école régionale sur les rives du détroit de Northumberland. En 2018, il a reçu un baccalauréat en administration de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. En 2021, il a reçu son baccalauréat en droit de la même université, où il a étudié comme Lord Beaverbrook Scholar in Law. Il est maintenant auxiliaire juridique bilingue avec la Cour d'appel de l'Ontario. Il travaille sur la gestion de 2 juges, mais il est aussi associé d'une façon ou d'une autre avec la plupart des appels bilingues entendus par la Cour. Au mois d'août 2022, il déménage quelques centaines de kilomètres au nord-est pour entamer le même boulot avec la Cour suprême du Canada. Et puis, la juge Cassel. Sophie Cassel a complété son bac en sciences politiques à l'Université de Queen's en 2017. Elle a complété ses études en droit à McGill en 2021, où elle a obtenu un diplôme en droit civil et common law. Pendant ses études en droit, elle s'est plongée dans plusieurs domaines du droit, dont un stage de recherche à Saskatoon en droit autochtone et un stage au Centre québécois du droit de l'environnement. Depuis le mois d'août, elle travaille en tant qu'auxiliaire juridique à la Cour supérieure de justice à Ottawa. Et alors, je confie maintenant la salle d'audience virtuelle à la juge Thorburn. Merci et bon après-midi à tous les étudiants et étudiantes. Je suis très fière de présider aujourd'hui sur l'argument que vous allez nous donner cet après-midi. Donc, si tout le monde est prêt, l'avocat pour la demanderesse va commencer pour la plainte. C'est madame. Tout le monde peut bien m'entendre? Oui, je vous entends très bien. OK. Alors, je m'appelle Winston Fournier et je suis l'appelant dans ce cas-ci. Et ceci est par rapport à la décision du juge de première instance concernant les preuves recueillies par les agents détectives Cola, Bellow et Martin. Je vous prouverai au cours de ma plaidoirie que les policiers avaient des motifs raisonnables afin de pouvoir détenir les accusés en question, que les accusés ont été informés de leur droit à un avocat immédiatement après avoir été détenus et que les preuves obtenues de la part du sac à main de Mme Alomar et de son téléphone cellulaire s'est déroulé sans faute. Or, que l'arrêt des accusés et le recueil des preuves par les policiers au cours de l'arrêt du 14 octobre 2021 n'était pas abusif et qu'il s'est déroulé de manière à respecter les droits des accusés qui leur sont confiés par la Charte canadienne des droits et libertés. Je demande bien sûr respectueusement que les décisions du juge de première instance soient renversées. Alors, pour commencer avec la première question de litige, soit la détention légale en vertu de l'article 9, je maintiens que le juge Antopoulos avait raison de conclure que la détention du véhicule et de ses occupants était légale en vertu de l'article 9 de la Charte. L'article 57 de la loi sur la police de l'Ontario dit que l'une des tâches principales des agents de police est de trouver les auteurs de crimes. Or, on donne aux agents de police des pouvoirs afin qu'ils puissent remplir ces devoirs, notamment l'habilité de détenir et de perquisitionner des individus et endroits dans le besoin. Même si les agents de police ont admis avant d'arrêter le véhicule qu'ils n'avaient pas assez de preuves ou de motifs pour arrêter le véhicule selon le code de la route, il suffit qu'ils aient des motifs raisonnables, qu'il y ait eu une infraction à la loi présente afin de détenir le véhicule et ses passagers. En effet, le fait que les policiers ont pu identifier un véhicule soupçonné d'être utilisé pour le trafic de stupéfiants, de témoigner des activités qui concordaient selon leur expérience à des activités de trafic de stupéfiants et d'autres observations telles que l'emplacement et l'heure des activités, qu'ils sont tous alignés avec l'appel anonyme qu'ils ont reçu, démontrent que les policiers avaient eu des motifs raisonnables et suffisants. Mais ils n'ont pas vu aucune transaction, hein. C'est vrai, mais comme on a mentionné plusieurs des faits, comme par exemple la couleur de la voiture, les activités qui sont déroulées en après-midi, et puis en plus de cela, ils ont dit... La couleur du véhicule, c'était couleur foncée. On n'a pas de couleur précise. C'est ça. Donc, on sait que c'est un véhicule de couleur foncée et qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans la voiture, qu'il y avait certaines personnes qui sont allées vers la voiture, il y a des choses qui se sont passées, mais on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais d'après vous, c'est assez pour soutenir le soupçon raisonnable que ce soit des transactions de stupéfiants?
Oui, en effet, avec, comme on a mentionné, bien sûr, la voiture, il y a quand même les informations qui ont été fournies par l'appel, même si elle était vague, avec, comme on a dit, la voiture qui était de couleur foncée, les activités en après-midi, le fait que l'automobile se trouvait proche de l'école, et puis en plus de cela, avec les policiers qui disaient que, notamment avec, pardon, les policiers qui disaient que les activités concordaient avec par leur expérience avec le trafic de stupéfiants, dû au va-et-vient d'individus autour du véhicule. Mais disons qu'il y a probablement pas mal de voitures de couleur foncée, pas mal de voitures aux alentours de l'école. Alors, est-ce qu'on peut dire de façon assez précise qu'il y a un soupçon d'avoir de trafic de drogue dans cette voiture? Je veux dire, dans le cas, on n'a pas discuté d'autres voitures qui étaient alentour de l'école, mais avec tous les cas, je veux dire, avec toutes les informations qui sont alignées à ce moment, je crois il est raisonnable que dans ce cas, l'appel anonyme devient une certaine source de validité ou elle est une source c'est plus fiable. Assez crédible, c'est ça. Puis-je continuer? Oui, tout à fait, merci. D'accord. Et l'emplacement et l'heure s'est aligné avec l'appel anonyme qu'ils ont reçu, démontre que les policiers avaient des motifs raisonnables et suffisants pour soupçonner qu'il se passait le trafic de stupéfiants. Ils avaient donc le droit ensuite de détenir le véhicule et ses passagers. Et puis, j'ai ici, dans le prochain paragraphe, un peu ce que j'ai expliqué. Alors, juste dû au fait que plusieurs des faits se sont alignés dans ce moment où ils observaient les accusés, il est donc raisonnable de conclure que les indices concrets ont donné aux policiers des indices qu'il se déroulait véritablement le trafic de stupéfiants. Maître Fournier, je m'excuse de m'attarder sur ce point-ci, mais je devrais vous demander qu'est-ce que nous, on devrait faire avec l'admission, la concession des polices eux-mêmes qui ne considèrent pas qu'il y avait les motifs raisonnables pour apprivoiser les passagers du véhicule. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait considérer, nous, comme la Cour, ou vous disiez plutôt que le fait que l'appel était raisonnable, le fait que la description était assez précise, devrait nous mener à ignorer peut-être la conclusion ou l'admission que les policiers ont fait? Comme j'ai mentionné dans mon factum, même si les agents de police ont admis à eux-mêmes qu'ils n'avaient pas, comme ils n'avaient pas assez de motifs pour arrêter le véhicule selon le code de la route, il importe peu ce qu'ils disent. Vraiment, c'est juste, ils avaient assez de motifs raisonnables dus à leur observation précédemment afin de pouvoir détenir le véhicule et ses passagers. Merci. Okay. Alors, après ça, nous avons la deuxième question de litige, soit la détention légale et le droit à l'assistance à un avocat en vertu de l'article 10. Le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les agents ont porté atteinte au droit à l'assistance d'un avocat conféré aux demandeurs par les alinéas 10A et B de la charte lorsque les agents les ont interrogés. Durant l'arrêt des accusés le 14 octobre, il y a eu un moment où les policiers ont dit aux accusés qu'ils étaient sous détention et qu'ils avaient ainsi droit à l'assistance d'un avocat. Mais avant cela, il y avait aussi un moment où il se déroulait, comme moi et les avocats de l'Intimé ont mentionné dans nos factums, une détention psychologique des accusés. Alors, ainsi, je vous expliquerai qu'il n'y avait cependant pas eu une détention psychologique et avant la détention physique et qu'ainsi on n'a pas porté atteinte aux droits des accusés en ce qui concerne leur droit à l'assistance à un avocat. Alors, comme dans le cas de Ercon Terrence, on dit qu'il est irréaliste de considérer l'obéissance à un ordre d'un agent de police comme étant un acte volontaire, comme l'individu ne se sent pas réellement libre d'obéir ou de désobéir. Une détention peut avoir lieu sans qu'il y ait de contrainte physique si l'individu en question croit raisonnablement qu'il n'a pas le choix d'agir autrement. Comme mentionné dans le factum des intimés, si les accusés sont dans une situation où leur seule option raisonnable est d'obtempérer, ils se trouvent dans une détention psychologique. Cependant, la question demandée par M. Martin concernant d'où provenaient M. Bell et M. Alomar ne consiste pas en une contrainte psychologique, puisque lorsque les détectives Martin demandent aux accusés la question, ils ont plusieurs choix de réponse, notamment garder leur silence, dire la vérité ou mentir. Et même lorsque lorsque le détective Martin dit de ne pas répondre à mes questions constituerait un problème, les accusés ont encore l'habilité de maintenir leur silence et de choisir leur réaction. Pardon, j'ai une question. J'ai remarqué dans votre mémoire que vous parlez de justement que
qu'il y a un choix entre de ne pas répondre ou de dire la vérité, mais est-ce que c'est vraiment un choix ou plutôt un choix superficiel quand on considère le contexte de la situation? Pardon, vous avez dit soit un choix. Est-ce que c'est un choix réel ou plutôt un choix superficiel? Comme on a déjà établi, il y a une détention lorsque la seule option raisonnable est d'obtempérer. Et ainsi, afin de pouvoir déterminer s'il y a eu une détention, il faut déterminer s'il y a eu une option raisonnable de désobéir. Et donc, je crois qu'on peut s'entendre qu'aujourd'hui, la plupart des personnes sont conscients du fait qu'ils ont le droit de maintenir leur silence, peu importe les questions qui leur sont posées par les agents de police. Et donc, dans cette situation, pour les accusés, maintenir leur silence consiste en une option raisonnable qui désobéit. Donc, d'après vous, ils avaient le choix de ne pas répondre à la police? C'est exact. Maître Fournier, la question, de mon point de vue, c'est plutôt s'ils avaient le choix de partir. On dirait que c'est ça le principe qui ressort de l'arrêt Subaru qui est cité par vos amis les intimés. Dans ce cas ici, certes, ils avaient le choix de compter un mensonge qu'ils ont profité d'eux, mais ils avaient-ils quand même le choix de sortir ou de s'en aller du stationnement? Ils avaient-ils ce choix-là? Un accusé qui est quand même arrêté par la police à la station de police aurait quand même le choix de mentir, mais il reste qu'il est quand même sous un état d'arrestation. Dans ce cas-ci, on ne devrait-il pas plutôt se demander s'ils avaient le choix de partir? Vous avez raison, ils ont quand même certaines limites à ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas juste quitter les lieux où ils sont détenus par les policiers. Mais comme j'ai juste mentionné, je crois qu'il est raisonnable que tout le monde connaît qu'on peut quand même garder notre silence, peu importe les questions qui nous sont demandées par les officiers de police, et que même lorsqu'ils sont questionnés. Mais la raison pour la règle, c'est pour aviser les gens qu'ils ont le droit de ne pas répondre à la question. Donc, si on ne leur donne pas l'avis, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient le choix ou bien de répondre ou de ne pas répondre? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on se demande s'ils connaissaient qu'ils pouvaient maintenir leur silence? Si on pense à la raison pour laquelle on a cette règle, la raison pour laquelle on a cette règle, c'est pour que les gens sachent que s'ils ne veulent pas répondre à la question, ils ont le droit de ne pas répondre à la question, ou bien comme mon collègue, le juge Arsenault, nous a dit, il ou elle a le droit de partir. Mais si on ne leur donne pas l'avis, comment est-ce que M. Bell aurait pu savoir qu'il avait le droit de partir ou bien de ne pas répondre à la question? J'ai mentionné juste avant que je crois qu'on peut s'entendre que la plupart des personnes sont conscientes du fait qu'ils peuvent maintenir ce silence. Et comment est-ce qu'ils sont conscients? Comment est-ce que les gens savent ça déjà? Tout à fait. Je veux dire, j'ai vu certains... laisse-moi réfléchir un moment. Je crois que dans les médias, je crois qu'à travers ça, cette information, je veux dire, c'est comment moi j'ai appris au sujet de ça au début. D'accord, ok. Merci. OK. Alors, en continuant à la troisième question de litige, la fouille du téléphone cellulaire en vertu de l'article 8, le juge de première instance a commis une erreur. On conclut que la fouille du téléphone cellulaire de Mme Alamar a porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l'article 8 de la Charte, comme la fouille du téléphone cellulaire par la détective Colabello consistait comme étant une perquisition en lien avec l'enquête effectuée par les policiers. En effet, l'article 10 et 11 de la loi sur les stupéfiants dit qu'un agent de paix qui croit qu'il y a la présence d'un stupéfiant peut y faire une perquisition sans mandat et saisir un objet ou stupéfiant qu'il soupçonne contenir ou cacher le dit stupéfiant. Et dû au fait qu'ils ont pu retrouver 50 sachets de marijuana, de nombreux billets équivalents à $250, un broyeur afin de préparer ces substances et ayant observé le va-et-vient de nombreux clients autour de l'automobile, il est très clair que ces individus sont organisés et font le trafic de stupéfiants assez régulièrement. Et comme on a pu mentionner...
Maître Fournier, quelle est l'importance de la nature des questions posées? Je continue. Est-ce qu'il y a une différence entre les questions exploratoires et les questions plus pointues, quoi? De la façon dont on doit traiter ces questions? Je ne comprends pas. Est-ce que vous disiez que... Bon, disons, les questions qui ont été posées à M. Bell étaient plutôt des questions ouvertes. Où étiez-vous avant qu'on vous a posé ces questions? Ce sont des questions plutôt exploratoires. Est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont la loi traite des questions exploratoires comme ces questions-là et les questions plus directes et qui sont plus pertinentes à la raison pour l'arrestation? Est-ce qu'on les traite de façon différente? Je dirais que oui, comme par exemple avec les questions ouvertes que le détective Martin a posées, ça laisse beaucoup plus de choix de réponse de la part des accusés et peut aussi leur donner un peu plus de contrôle ou de raison de... Ouais, c'est ça. Plus de contrôle sur leur réaction à la question. Merci. D'accord. Et ils ont trouvé 50 sachets de marijuana, de nombreux billets équivalents à $250 et un broyeur afin de préparer les substances. Et ayant observé le va-et-vient de nombreux clients autour de l'automobile, il est clair qu'ils sont organisés et font probablement le trafic de stupéfiants régulièrement. Et comme on a mentionné avec la confirmation d'une certaine validité ou crédibilité de l'appel anonyme qui disait que les accusés vendaient des stupéfiants à tous les après-midi. Et donc, on a même observé Mme Alomar qui répondait à un appel sur son téléphone. Et donc, il est très raisonnable de spéculer que les accusés passaient une partie considérable de leur temps régulièrement engagés dans ces activités et qu'ils posséderont ainsi potentiellement des preuves qui pourraient aider à faire avancer l'enquête entreprise par les policiers dans le téléphone cellulaire de Mme Alomar. Dans ce cas-ci, le téléphone cellulaire à Mme Alomar s'agit d'un objet qui est soupçonné de contenir ou de cacher la preuve de stupéfiants, comme on a mentionné avec les articles 10 et 11 de la loi sur les stupéfiants. Et, Matt Fournier, je m'excuse de vous interrompre. Dans l'arrêt Fearon, la Cour suprême du Canada a défini des paramètres très spécifiques où la faute d'un téléphone devrait être accordée. Le point de ces paramètres-là, c'est que la police aurait pu plus tard trouver des validations légales pour fouiller le téléphone. Mais dans ce contexte-ci, les paramètres sont que le téléphone pose un danger aux agents de la police ou qu'il possède de la preuve qui pourrait être détruite sous peu. Certainement, il y a un lien entre les opérations que les accusés dans ce cas-ci entreprenaient et le téléphone. Mais pour quelle raison ont-ils obligés de chercher le téléphone à ce moment-là, sans perquisition de fouilles par la police? Pourquoi à ce moment-là? Je n'étais pas au courant des lois concernant quand ils ont le droit de fouiller les téléphones. Pourquoi à ce moment-là? Je ne connais pas la réponse. Vraiment, j'étais juste en train d'essayer d'argumenter que il y avait des motifs raisonnables qui contenaient des preuves, mais vous avez raison, ils auraient pu attendre à plus tard. Moi, je vais poser une deuxième question qui a un peu à faire avec la question précédente. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on n'aurait pas pu attendre à ce qu'il y avait une détention avant de fouiller dans le cellulaire? Je crois qu'il y avait déjà eu une détention avant qu'ils fouillent. Ils ont annoncé qu'il y aurait une détention. Ils ont avisé aux accusés leur droit à un avocat. Et lorsqu'ils ont sorti, ça c'est lorsqu'ils ont fait une fouille. Mais c'est quoi la pertinence entre le téléphone et le trafic des stupéfiants? Parce que lorsqu'ils ont fait la fouille, ils ont trouvé les sachets de marijuana dans le sac à main de Mme Alomar. Et après ça, ils ont arrêté les accusés. Et c'est ainsi qu'ils ont fait la recherche dans le cellulaire, lorsqu'ils l'ont trouvé par la suite. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Okay. Alors,
Et finalement, dans le cas de R. Collins, on dit qu'une fouille n'est pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive. Et il est raisonnable de conclure que les articles 10 et 11 de la loi sur les stupéfiants, ainsi que la fouille, au moins des contacts téléphoniques et des messages du téléphone de Mme Alomar, ne sont tous les deux pas des fouilles abusives. Ils ont pour but de faire avancer l'enquête. Et finalement, pour la dernière question de litige, en ce qui concerne les preuves écartées au terme du paragraphe 24, en effet, il n'y a eu aucune violation de la charte durant l'arrêt des accusés par les détectives Martin et Colabello le 14 octobre 2021. Toutes les preuves recueillies durant l'enquête entreprise par les agents de police ont été obtenues de manière légale et aucune preuve ne devrait être écartée au nom du paragraphe 24.2 de la charte. Or, le fait que les agents de police avaient des motifs raisonnables pour détenir le véhicule, ainsi que ses passagers, le fait que les accusés n'étaient pas détenus au moment où le détective Martin leur a posé la question d'où ils provenaient, mais plutôt lorsque le détective a demandé aux accusés de quitter le véhicule et que suite à ceci, les accusés ont été laissés savoir de leur droit à un avocat, ainsi que le fait que le détective Colabello avait eu des motifs pour faire avancer l'enquête en menant une fouille dans le téléphone cellulaire de Mme Alomar, alors nous pouvons conclure qu'il n'y avait aucune atteinte aux droits des accusés garantis par les articles 8, 9 et 10 de la Charte et qu'aucune preuve recueillie par les policiers ne devrait être écartée du procès contre les accusés en question. Or, il est donc respectueusement demandé que la décision du juge de première instance soit renversée, que toutes les preuves recueillies par les agents de police durant l'enquête soient utilisées contre les accusés dans l'accusation de possession illégale de trafic, possession illégale et le trafic de marijuana, notamment en ce qui concerne les stupéfiants et l'argent qui ont été saisis. Mais aussi la déclaration faite par M. Bell à la question initiale du détective Martin. Les preuves en matière de photos provenant du téléphone cellulaire de Mme Alomar devraient aussi être considérées. Et ceci conclut ma plaidoirie. Merci. Maître Fournier, je m'excuse de m'attarder avec une dernière question à la fin de votre plaidoirie. Mais je suis curieux de savoir quelle serait votre réponse si la panel se trouverait en désaccord avec vous sur les 3 premières questions. Si on trouverait qu'il y a eu en effet une violation des articles 8, 9 et 10 de la Charte, diriez-vous quand même que l'article 24.2 n'aurait pas effet ici dans le sens que nous devrions quand même accueillir les preuves? Ou est-ce que votre argument sur la dernière question est complètement attaché au fait qu'il n'y a pas eu de violation des articles 8, 9 et 10? Alors, vous disiez, est-ce que si on décide qu'il y a eu des violations, si les preuves devraient être écartées ou non? Oui, c'est ça. Comme je veux dire, en général, lorsque les policiers ils recueillent des preuves qui ont été recueillies de manière illégale, en général, là, on les écarte au nom du paragraphe 24. Et donc, si on trouve que, si on décide qu'ils ont été obtenus illégalement, alors on devra les écarter. OK, merci. Merci beaucoup, Maître Fournier, pour vos soumissions. On apprécie beaucoup. Donc, maintenant, c'est à Maître Latouche et son collègue quand vous serez prêts. Merci. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Latouche et je vous présente également mon collègue, Anna Licou. Nous représentons les intimés Roberta Alomar et Georges Bell. Cet appel concerne l'exclusion en vertu de l'article 24 de la Charte de toute déclaration et élément de preuve saisis lors d'une enquête de trafic de stupéfiants. Dans sa décision de première instance, le juge Antopoulos a décidé d'inclure les stupéfiants et l'argent comme preuve, mais d'exclure les photos provenant du téléphone cellulaire de Mme Alomar. Lors de notre argumentation, nous allons aborder 4 questions principales afin de soutenir que le juge a commis une faute en incluant les preuves contre les accusés. Tout d'abord, nous allons démontrer que la détention psychologique du véhicule et de ses occupants était illégale selon la nature arbitraire ainsi qu'une violation de l'article 1er de la Charte. Ensuite, on va illustrer le non-respect de l'article 10 A et B par les détectives Martin et Colabello lors de l'interrogatoire. Puis, nous allons soutenir que la fouille du téléphone cellulaire de Mme Alomar portait atteinte aux droits qui lui sont conférés par l'article 8 en prouvant son attente à la protection de la vie privée. Enfin,
on va défendre l'exclusion de tout élément de preuve dans cette affaire sous les contraintes de l'article 24 de la Charte. Il est respectueusement demandé par l'intimé que tout élément de preuve dans cette affaire soit exclu. La première question... Maître Latouche, avant que vous commencez, comment est-ce que vous partagez l'argument entre vous et Maître Licou? Alors, je vais vous présenter la première question en litige ainsi que la troisième et mon collègue Anna Licou va vous présenter le deuxième ainsi que le quatrième. Merci beaucoup. Est-ce que je peux continuer? Tout à fait, merci. La première question en litige porte sur la détention du véhicule et de ses occupants. Afin d'élaborer la nature illégale de cet acte, il suffit de suivre un processus à 3 étapes justifiées sous les contraintes de l'article 9. Pour satisfaire à la première étape, il est essentiel de prouver que les intimés ont été détenus. L'affaire R contre Terraine établit qu'une détention psychologique se produit lorsqu'une loi ne soutient pas une détention par un agent de police, mais que toute personne raisonnable dans ces circonstances conclurait que son seule option est d'obtempérer. Par exemple, selon R contre Grant, il est plus probable qu'un individu se sentirait obligé d'obtempérer si elle est adressée de manière agressive par les agents de police. Le détective Martin menace sans doute les occupants du véhicule en disant « Ne pas répondre à mes questions constituerait un problème ». Donc, on peut conclure que M. Bell et Mme Alomar ont subi une détention psychologique. La deuxième étape de ce processus consiste à démontrer la nature arbitraire de cette détention. Excuse-moi, Maître Latouche, je veux juste m'attarder un petit peu sur la première partie de l'analyse dans Grant. Votre ami a fait la soumission qu'il restait quand même le choix de ne pas obtempérer, dans le fait qu'il avait le choix de compter un mensonge, ce qu'ils ont fait dans ce contexte. Disiez-vous qu'il n'avait pas ce choix-là dans ce contexte, ou donnez-vous une définition plus libérale du mot obtempérer, dans le sens qu'ils avaient besoin d'une manière ou d'une autre obtempérer avec les discours des policiers? Merci pour votre question. Alors, en réponse à cette déclaration par l'avocat de l'appelant, nous disons qu'il n'y avait aucun choix de ne pas obtempérer, surtout après le fait que les détectives ont menacé les accusés, et même l'avocat de l'appelant a déclaré dans sa plaidoirie qu'il y a certaines limites lorsqu'on est détenu par des policiers. Alors, ceci démontre que M. Bell et Mme Alomar n'avaient pas le choix de quitter la scène. Est-ce que c'est le fait qu'il a été, comme vous dites, menacé, ou est-ce que même à part le fait qu'il a été menacé, il n'avait pas vraiment le choix? Même si on exclut le fait qu'ils ont été menacés, ils n'avaient pas vraiment le choix. Et l'avocat de l'appelant a mentionné que dans les médias, les gens apprennent qu'ils peuvent garder silence face à la police, mais je dirais l'opposé en fait. Dans les médias, il y a plusieurs incidences de violence contre les civils par la police, alors même les médias ne soutiennent pas cette déclaration. On dirait que si c'était évident que tout le monde savait qu'il pouvait garder le silence, il n'y a pas de raison pour laquelle on leur dirait qu'ils ont le droit de garder le silence. Oui, je suis d'avis avec vous. Et aussi, il n'y aurait aucune raison pour laquelle les accusés dans ce cas auraient menti s'ils avaient le choix de facilement juste garder le silence. Est-ce que ceci répond à votre question? Oui, tout à fait, merci. Je m'excuse, Maître Latouche, de m'attarder encore une fois. Si vous disiez qu'il y a eu une détention sans menace, disiez-vous que la détention de ce cas-ci est arrivée plus tôt que la menace, qu'elle est arrivée, disons, quand les polices ont approché du véhicule ou quand ils ont premièrement entré dans une conversation avec les accusés? Oui, exact. Merci. Est-ce que je peux continuer? Oui, absolument. Peut-être mes excuses. La deuxième étape de ce processus consiste à démontrer la nature arbitraire de cette détention. Arkonkowski indique qu'une détention est seulement non arbitraire lorsqu'elle se fonde sur des critères qui ne sont pas discriminatoires ni inappropriés. Selon l'effet de sa cause, les critères étaient sûrement inappropriés. Le trio de sources anonymes note la présence d'une voiture noire haut de gamme. Cependant, c'est une Honda Civic de couleur foncée qui a été ciblée.
Cette description vague aurait pu correspondre à plusieurs autres marques de voitures. Ceci n'est qu'un exemple des incohérences en lien avec l'appel anonyme et l'interprétation par les agents de police. Mais le juge de première instance ne s'est pas fié seulement sur le fait que c'était une voiture foncée, c'était l'ensemble des faits. C'est ça qu'il a dit, non? Oui, c'est ça. Et désolée pour me répéter, mais j'ai mentionné que c'est seulement un des exemples des incohérences. Et on a élaboré d'autres exemples dans notre mémoire. Mais c'est le fait que c'était une voiture foncée, qu'il y avait des gens qui faisaient du va-et-vient dans la voiture, que les polices pensaient qu'il s'est passé des transactions, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? C'était près d'une école? Alors, en fait, on n'a jamais précisé la couleur exacte de la voiture et ils ont seulement vu un Honda Civic de couleur foncée. En plus, ils ont mentionné dans le scénario de la cause, on a mentionné qu'il se passait des activités de trafic de stupéfiants à tous les jours. Par contre, la première journée, les détectives n'ont rien vu et alors ils ont dû retourner quelques jours par la suite. Est-ce que ceci répond à la question? Oui, merci. Alors, cette détention est fondée sur des critères inappropriés, ce qui la rend arbitraire. La dernière étape nécessite d'évaluer si les restrictions aux droits et libertés de la personne sont raisonnables afin de maintenir l'ordre social. L'affaire Harvey Simpson note qu'un pressentiment basé sur l'intuition ne suffit pas pour détenir quelqu'un. Dans le cas de M. Bell et Mme Alomar, la détention du véhicule pour confirmer les accusations de la source anonyme s'est produite sans motif suffisant. Bien que les deux détectives tentent de justifier la détention en disant ce qu'ils ont observé concordait selon leurs expériences avec des activités de trafic de stupéfiants, ils admettent éventuellement avec franchise qu'ils n'ont vu aucun échange de stupéfiants. Cela dit, le juge Antopoulos a commis une erreur en concluant que la détention du véhicule et de ses occupants était légale en vertu de l'article 9 de la Charte. Bonjour, je m'appelle Anna et je vais vous présenter la deuxième question en litige qui concerne la décision du juge sur la violation de l'article 10A et B. Les alinéas 10A et B de la Charte traitent de deux des droits qu'un individu possède lorsqu'il est détenu ou arrêté. Notamment, l'alinéa A permet d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention et l'alinéa B fournit le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. Donc, pour commencer, Madame Alomar et M. Bell ont été placés dans deux types de détention. La première, c'est une détention psychologique qui a commencé au moment où le détective Martin les a interrogés de manière continue jusqu'à ce qu'il les menace d'un langage agressif, comme l'a déclaré mon collègue. La deuxième sorte de détention était la détention aux fins d'enquête. Il est essentiel d'être informé de la raison de sa détention de manière simple et claire selon R. contre Mann. M. Bell et Mme Alomar auraient dû être informés au moment où ils ont été placés en détention psychologique. Parce qu'ils n'ont pas été informés de leur détention psychologique, M. Bell et Mme Alomar n'ont pas été informés de leur droit d'avoir un avocat. En utilisant l'affaire R. contre Manninen comme exemple, on ne peut pas utiliser les droits de l'article 10B si les droits de l'article 10A ont été ignorés. Ils n'ont été informés de leur droit à un avocat ainsi que du motif de leur détention que lorsqu'ils ont été détenus aux fins d'enquête. La décision du juge Antopoulos révèle que les deux accusés ont déclaré qu'ils avaient compris et qu'ils avaient demandé de parler à un avocat. Cependant, les accusés n'ont pas pu parler à un avocat immédiatement, comme ils l'ont demandé, et selon la Cour suprême dans R. contre Subaru, le terme sans délai signifie immédiatement. Dans tous les cas de détention et d'arrestation, les officiers n'ont jamais fourni le numéro d'un avocat à l'accusé ou laissé l'accusé téléphoner à son propre avocat. En violant l'article 10 de la Charte, ils ont ensuite pu procéder à des perquisitions illégales. Et en conclusion, le juge Antopoulos n'a pas commis d'erreur en concluant que les officiers ont violé l'article 10A et B.
Je vais maintenant vous présenter la troisième question en litige. Cette question porte sur la fouille du téléphone cellulaire de Mme Alomar en ce qui a trait à l'article 8 de la Charte. Pour débuter, toute personne dans la situation de Mme Alomar devrait s'attendre à une protection de sa vie privée en lien avec son téléphone cellulaire. Puisqu'on a identifié cette attente, l'événement qualifie sans doute d'une fouille. Par la suite, l'affaire Hunter contre Salem indique que c'est automatiquement une fouille abusive, comme les détectives n'avaient aucun mandat. R contre Collins élabore la possibilité d'une fouille non abusive sans mandat seulement lorsque les agents obtiennent le consentement de Mme Alomar ou autre autorisation légale. Dans ce cas, Mme Alomar n'a rien dit ni fait qui suggère une sorte de consentement. Quant à l'autorisation légale, le juge Antopoulos indique que l'affaire R contre Ferron sert de précédent dans ce cas, car ça porte plutôt sur la fouille du téléphone cellulaire en particulier. Ceci est dit d'être acceptable si l'arrestation est légale, la fouille a un rapport avec l'arrestation et les agents de police prennent des notes concernant ce qu'ils examinent parmi les 4 critères. En ce qui concerne... Quelle est l'importance du fait qu'il n'y avait pas de mot de passe sur le téléphone? Merci pour votre question. Alors, dans le cas de M. Bell, il avait un mot de passe sur le téléphone. Alors, lorsque les détectives lui ont demandé d'ouvrir Je parle plutôt du téléphone de Mme Alomar. Merci, juge Thornburn. Alors, si vous me permettez de continuer, je vais démontrer avec l'exemple de M. Bell pourquoi il y a eu violation des droits de Mme Alomar avec le téléphone. Est-ce que ceci est permis? Oui, je voulais juste tout simplement avoir une réponse à ma question. Est-ce qu'il y avait une signifiance, le fait qu'elle n'avait pas de mot de passe sur son téléphone? Alors, ceci montre que les détectives sont prêts à violer les droits de la personne s'ils ont donné la chance. Donc, ça n'a pas de pertinence, qu'elle ait un mot de passe ou ça ne devrait pas y avoir une pertinence. Désolée, j'avais mal compris la question. Ça ne devrait pas être important parce qu'avec un téléphone cellulaire, on devrait s'attendre à une protection de sa vie privée, peu importe si on a ou si on n'a pas un mot de passe, car ça peut contenir des renseignements assez personnels et intime, comme l'a mentionné le juge Antopoulos dans sa décision initiale. Est-ce que ceci répond à la question? Donc je pense que la réponse que vous m'avez donnée, c'est qu'il n'y a pas de pertinence. C'est son téléphone, c'est quelque chose de privé, et même si elle n'avait pas de mot de passe, ça n'a aucune importance du fait que... OK, c'est bien, merci. Oui. Est-ce que je peux continuer? Tout à fait. Alors, en ce qui concerne le cas de M. Bell et Mme Alomar, l'arrestation est évidemment illégale car les occupants du véhicule n'ont pas été accordés leur droit à un avocat. Il est également difficile de comprendre en quoi l'examen des photos pourrait contribuer à l'enquête sur le trafic de stupéfiants, dans les mots du juge Antopoulos. Puis la détective a cessé de prendre des notes au sujet de ce qu'elle a trouvé sur le téléphone de Mme Alomar. Et lors de sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant mentionne qu'ils auraient pu aussi attendre jusqu'à plus tard pour fouiller le téléphone. Enfin, toute information révélant des détails intimes portant sur le mode de vie d'un individu mérite une protection plus élevée, comme l'a mentionné le juge dans sa décision initiale. Alors, il est apparent que les photos et les vidéos enregistrées sur un téléphone cellulaire contiennent souvent des renseignements extrêmement personnels. Donc, la détective Colabello a porté atteinte à la vie privée et à la dignité de Mme Alomar en effectuant la fouille de son appareil. Bref, on maintient que le juge Antopoulos n'a pas commis d'erreur en concluant que la fouille du téléphone cellulaire de Mme Alomar a porté atteinte aux droits indiqués par l'article 8. Latouche, juste une dernière question sur le point. C'est certain que des photos contenues sur un téléphone sont d'une nature personnelle, mais dans cette instance, ils ont quand même permis aux agents de la police de poursuivre leurs investigations dans un contexte où Mme Alomar aurait pu simplement entrer dans son téléphone et de supprimer les photos. Dans ce contexte-ci,
qu'ils risquent de perdre leurs preuves nécessaires pour poursuivre leur investigation, on devrait considérer le fait que la recherche du téléphone ou la fouille du téléphone était peut-être justifiée. Merci pour votre question. On soutient que non, juste parce que l'enquête en général n'était pas fondée. Ce n'était pas soutenu. Alors, le fait de justifier la fouille du téléphone afin de poursuivre cette enquête qui n'avait pas assez de preuves pour exister, selon nous, ne suffit pas. Est-ce que ceci répond? Oui, juste un petit point de spécification. Si nous ne sommes pas d'accord avec vous sur votre argument à ce qui est à l'article 9, si nous disons quand même que l'arrestation était justifiée sous la charte, est-ce que ça colle votre argument sur l'article 8 ou est-ce que la fouille est quand même pas justifiée, même si on décide que l'arrestation était valide? Ce ne serait quand même pas justifié parce que, désolé, ça ne serait pas justifié même si vous n'étiez pas d'accord avec notre réponse à la première question en litige, car encore une fois, comme le juge a mentionné dans sa décision initiale, le fait, cette excuse, si on veut, de la part des détectives n'était pas suffisante. Le fait de dire c'est possible qu'il pourrait effacer de l'information en lien avec le trafic de stupéfiants, ce n'était pas justifié. Est-ce que ceci répond à la question? Oui, merci. Donc, je vais vous présenter la 4e question en litige. L'article 24, paragraphe 2, décrit les conditions dans lesquelles des éléments de preuve, dans un cas particulier obtenus d'une manière qui viole les droits et libertés de la charte, peuvent être exclus. La preuve de la marijuana, les déclarations de l'accusé et les photos devraient être rejetées. 3 axes d'analyse ont été établis par l'affaire R contre Grant. La gravité de la conduite de l'État, l'impact de la violation sur les droits de l'accusé et l'intérêt de la société à mener l'affaire à terme. Premièrement, nous devons nous déterminer si la violation était délibérée et si les agents ont agi de bonne foi. Les actions de détective Martin et Colabello étaient complètement délibérées. Ils ont admis qu'ils n'avaient pas de raison suffisante pour arrêter le véhicule. Sachant cela, ils ont fait quand même... Mais pourtant, ils n'ont pas agi de mauvaise foi. C'était la poursuite d'une enquête de trafic de drogue. C'est pas pour une autre raison. Donc, ils n'agissaient pas de mauvaise foi. Nous pensons, en utilisant l'affaire de R contre Subaru, et que le Cour suprême a défini le mauvaise foi en étant un individuel qui agisse dans une manière déraisonnable. Et on trouve qu'avec la véhicule, les conditions où ils ont trouvé la véhicule qui n'était pas très proche de l'école, ainsi que les différences dans les informations qu'ils ont reçues sur le véhicule et que c'était différent que ce qu'ils ont trouvé, ainsi qu'ils ont admis qu'ils n'avaient pas assez une bonne raison pour arrêter le véhicule. On trouve que c'est quand même assez une mauvaise foi. Mais quand la Cour d'appel regarde les décisions de première instance, il y a une tendance des cours d'appel à s'en remettre aux tribunaux de première instance en cas de constatation d'un mélange de faits et de droit. Donc, c'est assez difficile pour renverser la décision quand il s'agit des faits et de la loi. Et ce n'est pas le cas dans cette instance que la police est allée pas pour poursuivre leur enquête, mais pour faire quelque chose qui est complètement à part. Donc, c'est assez difficile de renverser une décision comme ceci. Pourquoi est-ce que dans cette situation, vous pensez que c'est raisonnable que nous déciderons de renverser la décision de première instance? J'aimerais répondre à cette question. Je vais prendre la relève pour mon collègue. Alors, d'habitude, quand il y a quelqu'un qui prend un sujet, ça doit être la personne qui prend le sujet qui répond à la question. Oh, d'accord. Maître Licou, si vous avez besoin d'aide, certainement, vous pouvez demander à votre collègue, mais on va vous donner la chance en premier de répondre à la question.
Est-ce que vous pouvez rapidement répéter la question, s'il vous plaît? Tout à fait. Il ne s'agit pas ici de jugement de première instance. Il y a déjà un juge qui a décidé en regardant les faits et la loi et le mélange des faits, l'application des faits au droit, qui a décidé. Et quand il s'agit d'une tendance des cours d'appel à s'en remettre aux tribunaux de première instance en cas de consultation d'un mélange de faits et de droit, pourquoi est-ce que dans cette circonstance, quand il ne s'agit pas de mauvaise foi, en disant que la police voulait trouver coupable quelqu'un qui n'avait vraiment pas fait quelque chose de mauvais ou quelque chose, ils ont poursuivi leur enquête de trafic de drogue. Et c'est sûr que selon vous, si on est avec vous, qu'il y avait des bris des droits selon la charte, mais est-ce que c'est une circonstance et pourquoi est-ce que ce serait une circonstance ici qu'on renverserait la décision du juge de première instance? Merci pour votre question. Donc, ce que les détectives ont déjà fait peuvent être vus comme des actions pas raisonnables. Par exemple, en arrêtant le véhicule sans dire pourquoi et en continuant de demander des questions aux accusés et ainsi de leur parler dans un langage agressif. Donc, même s'ils étaient en train de poursuivre une enquête qu'ils pensaient qu'il était raisonnable, leurs actions qui étaient complètement délibérées peuvent être vues dans une vue pas raisonnable ou dans une vue inhabituelle. Est-ce que ceci reprend votre question? Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Maître Latouche? Non, ça va, merci. Très bien, merci. Vous pouvez continuer, Maître Lécoux. Donc, pour continuer, on peut utiliser l'exemple un peu d'un manque de bonne foi qu'ils ont ignoré leur responsabilité d'informer les défendeurs de leurs droits de l'article 10. Puis en deuxième, nous devons considérer l'impact de la violation sur les accusés. Une atteinte importante à la vie privée de Mme Alomar a eu lieu lors de la fouille de son téléphone qui a été effectuée parce que la détective Colabello a profité du fait que le téléphone n'avait pas de mot de passe. Selon l'affaire R contre Samuel, le droit à la vie privée fait partie de la dignité humaine en général. Par conséquent, en violant la vie privée de Mme Alomar, la détective Colabello a également ciblé sa dignité. Troisièmement, nous devons analyser la fiabilité de la preuve par rapport à la nature de la violation de la charte. La preuve photographique de l'arme à feu a été déjà rejetée en raison de la manière illégale dont elle a été obtenue et l'inexistence de son lien avec l'accusation initiale de vente de drogue. Quant à la preuve de marijuana, c'est concret et fiable. Par contre, les déclarations des accusés ne le sont pas. Malgré l'importance de ces deux éléments de preuve, la gravité des violations commises par les officiers est encore plus importante. La détention en fait enquête ne permet aux agents de procéder à une fouille que pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Les détectives n'avaient aucune raison valable de fouiller le sac à main de Mme Alomar pour y trouver des preuves liées à l'enquête en particulier, et ils n'avaient aucune raison de saisir la marijuana trouvée. Pardon, j'ai une question pour retourner à le deuxième critère. Vous avez parlé des répercussions sur la dignité humaine de l'accusé par rapport aux photos, mais vous avez pas mentionné les éléments de preuve de la marijuana et la déclaration de l'accusé. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à les répercussions sur la dignité humaine pour ces deux éléments de preuve? Ou est-ce que c'est seulement les photos qui ont une répercussion? Attends, j'ai besoin de penser pour une seconde. Nous pensons que c'est plutôt les photos qui ont ciblé la dignité et la vie privée de Mme Alomar, mais quand même, en faisant une détention en fin d'enquête, c'est pas dans les règles, dans ces types de détention, de chercher pour des choses qui ne sont pas dangereuses. Par exemple, dans une détention en fin d'enquête, le but est de trouver des armes ou des couteaux et des choses qui sont potentiellement dangereuses pour les polices. Donc, en général,
en prenant le marijuana et l'argent dans un type de détention qui n'aurait pas ces choses dans le but, c'est aussi un peu un problème de cibler la vie privée de Mme Alomar. Est-ce que ceci répond à votre question? Oui, merci. Liku, j'ai une question sur votre troisième point dans l'analyse Grant. Vous avez dit que la marijuana, c'est quand même de la preuve convaincante, c'est quand même un crime sérieux. Ça fait pas longtemps que je siège jusqu'au ci. J'aimerais que vous me rafraîchirez la mémoire peut-être un petit peu sur les faits sous-jacents de l'affaire Grant. Dans cette affaire-là, M. Grant se promenait avec une arme à feu près d'une école. Dans ce contexte-ci, on jouit quand même d'un crime sérieux, des accusations sérieuses, quand même près d'une école. Est-ce qu'on devrait prendre ça en considération dans notre analyse de la gravité du crime et aussi de l'importance de la preuve à ce crime ici? Donc, vous demandez si à cause des conditions où les accusés ont été trouvés avec le marijuana, si ça c'est pertinent? Ou... Oui, c'est essentiellement dans l'affaire Grant, si je me souviens bien. La Cour suprême du Canada a quand même accueilli la preuve de l'arme à feu, même s'ils ont trouvé des violations sérieuses des droits de l'article 8 et 9 de M. Grant. Une des considérations qui les a menés à cette conclusion-là, c'est le fait que le crime de M. Grant, qui portait une arme à feu, s'est produit près d'une école, près de quelques écoles, je crois. Dans ce cas ici, le fait que le crime s'est passé près d'une école ou dans la région générale d'une école, est-ce que ça devrait figurer dans notre conclusion ou est-ce que cette affaire-ci est différente de Grant? Si oui, comment? Merci pour votre question. C'est assez différent de Grant parce que le marijuana, ce n'est pas une arme contre les enfants et quand même, ils n'étaient pas trouvés à côté de l'école, ni les personnes qui étaient en train d'aller proche de la voiture étaient des enfants. Est-ce que ceci répond à votre question? Merci. Donc, ces trois pistes d'analyse démontrent que les diverses violations commises par les agents et leurs conséquences sont extrêmement graves. Afin de maintenir l'intégrité et la réputation favorable du système juridique, il est nécessaire que le tribunal rejette les preuves retenues pour toutes les accusations dans cette affaire. Il est respectueusement demandé que la marijuana, la déclaration de l'accusé et les photos du téléphone cellulaire de Mme Alomar soient rejetées en vertu de l'article 24 de la Charte. Merci beaucoup, Maître Liku. Est-ce que ça termine votre argument? Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a de répliques de la part de Maître Fournier? Maître Fournier? Oui. Oui, pardon, j'étais en train de réfléchir. Maintenant que, c'était quoi? Le juge Arsenault avait mentionné, parce que je n'ai pas lu le cas de contre Grant, le fait que je crois qu'il est quand même mentionné dans le cas que les accusés étaient quand même à proximité d'une école et même dans l'appel, on mentionne que les accusés étaient en train de potentiellement vendre de la marijuana aux enfants. Et donc, dû à ces circonstances, comme le juge Arsenault avait mentionné, dû à la gravité de la situation, il se peut qu'il serait raisonnable de garder les preuves, même si la Cour décide que les preuves ont été recueillies de manière illégale. À cause de la combinaison des circonstances et le manque de mauvaise foi et le fait que ça finirait la cause, De la part des accusés, oui, madame. Merci. OK. Pas d'autres répliques, Maître Fournier? C'est bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre quelques instants. Je pense qu'on a une autre salle pour qu'on puisse discuter, Monsieur Gazlot? Normalement, oui. Je pense que ce n'est pas une salle dans ce webinaire-là, mais je vais discuter avec Jessie. Normalement, il y a une autre... D'accord. Sinon, on peut peut-être très vite définir une salle ici.
Nat, est-ce que ce serait possible? Si, je pensais que vous aviez une salle, mais sinon, on peut définir une salle dans ce webinaire peut-être? I think I can make a room in about 5 minutes. We'll try. Yeah, donc s'il n'y a pas d'alternative, on peut faire une salle ici. Donc, nous allons prendre une pause de 5 minutes, mais avant ça, vu qu'on attend 5 minutes pour avoir une petite salle pour discuter de vos soumissions, entre-temps, est-ce que vous avez des questions à nous poser à propos des choses que vous avez faites, des choses que vous auriez pu faire, d'autres questions à nous poser entre-temps? Je pense que, enfin, si je suis désolé d'interrompre, ce serait peut-être mieux d'abord d'avoir la délibération parce que pour les participants, c'est un petit peu difficile de faire des commentaires avant que le jury ne délibère. Donc, c'est pas grave, vous pouvez prendre cette pause de 5 minutes. Peut-être d'ailleurs que si c'est possible, vous pouvez. Je peux très vite vous faire aussi une invitation à un meeting Google. Ça peut être très rapide. Je peux faire ça très vite ou vous pouvez, je peux l'envoyer sur votre courriel maintenant. C'est juste que, ou alors peut-être que Nat, si Nat pouvait faire ça. Oui, je pense que ça serait mieux. Je vais faire un meet Google. Parfait. Bon, ben alors dans ce cas, c'est super. Donc, vous pouvez le panel, si vous voulez bien, vous pouvez quitter, enfin pas quitter, non, mais enlever les micros et les caméras ou alors si vous pouvez quitter, puis vous pouvez vous reconnecter après. Et moi, je vais en profiter pour poser des questions, mais qui ne sont pas posées par le panel. Comme ça sera plus facile pour les étudiants de répondre. Donc, le panel va délibérer. Et moi, en attendant, je vais. Donc, d'abord, je voudrais vous féliciter pour tout votre travail. Déjà, pour votre travail, ce que vous avez fourni sur vos mémoires, qui ont vraiment été très bons et qui ont vraiment favorablement impressionné notre jury. Et puis, sur ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas à moi de dire ça, ce sera au panel de vous faire des retours sur votre prestation. Mais moi, j'étais impressionné. En tout cas, sans parler du contenu, par la forme, comme vous avez su rester calme, alors qu'on vous posait des questions qui étaient fort compliquées au niveau juridique. Moi-même, j'aurais été incapable d'y répondre, je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai été épaté par votre calme, par votre capacité J'ai vraiment beaucoup aimé comment vous avez su prendre du temps quand il y avait des questions délicates et de ne pas vous laisser démonter. Donc, félicitations, vous avez fait vraiment un travail phénoménal. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. C'est vraiment, moi, j'avais l'impression de voir des avocats débattre. On verra ce que nos juges ont à dire de ça. Mais j'ai aucun doute qu'ils ont été favorablement impressionnés. Alors, je vais vous poser quelques questions sur le travail. D'abord, première question que je vais vous poser, vous pouvez répondre dans l'ordre que vous voulez. Puis, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de l'ensemble du sujet, du sujet qu'on a choisi, du cas pratique? Est-ce que c'est un cas pratique qui vous a intéressé? Est-ce que vous auriez aimé quelque chose de différent? N'hésitez pas, là c'est pas moi qui juge, donc n'hésitez pas à être honnête. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du cas, du jugement de première instance qu'on a choisi pour faire ce défi de la charte? Si je peux parler, moi je me souviens l'année passée que ma classe, moi et Gabriel, on était dans la même classe l'année passée et notre classe, on était en désaccord avec le cas de l'année passée parce qu'on l'a trouvé un peu plat. Mais cette année, on l'a choisi parce que nous pensons que les situations ici des drogues ou des choses qui sont plus intéressantes aux jeunes et aux adolescentes, c'est quelque chose qui est plus intéressant de batailler dedans pour essayer de choisir quel côté on aimerait être. Et puis, c'est jamais noir et blanc, mais ici, c'est même plutôt un défi. Et ça, c'est ce que nous a intéressés. Merci. Super, merci. Est-ce que Gabriel ou Winston, vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, Gabriel? Alors, je pense qu'au début, c'était un peu intimidant avec tous les éléments à considérer et même la longueur des pages. Mais à fur et à mesure qu'on s'est engagé dans ce cas, c'est devenu un peu plus intéressant.
Excellent, merci beaucoup. Et, et Winston? Oui, j'ai trouvé que il y avait beaucoup vraiment de preuves et de renseignements qui nous a permis de vraiment débattre des deux côtés. Alors, j'aimais ça un peu. euh, la variété des preuves ou d'informations qui nous a permis de faire cela. Excellent. Ben, je voudrais rajouter quelque chose dans le même ordre d'idée. Anna, vous parlez justement du sujet, donc on va dire des aspects de société que ce sujet soulève. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour vous qui a été important, c'est-à-dire d'être comment dire, d'être d'accord avec le côté que vous défendiez, ou alors est-ce que vous avez l'impression que vous êtes retrouvé à défendre un autre côté? Et est-ce que, aussi, un autre aspect de cette question, est-ce que en faisant le projet, ça n'a pas changé un peu votre avis? Vous n'êtes pas dit, ah, mais j'avais telle impression, j'étais de tel ou tel côté, et en faisant les recherches, j'ai changé un peu d'avis. Anna, vous voulez répondre à ça? Originellement, j'étais complètement à l'autre côté. Moi, même s'il y avait des problèmes que les officiers ont fait, je pense que pour moi, ça ne justifie pas de se débarrasser des preuves. Mais ça nous a aidés en faisant ce projet parce que j'ai toujours demandé des questions à Gabi et j'ai toujours lui donné des défis et ça, c'est mon avis quand même. Moi, je n'ai pas arrêté de continuer à questionner ce qu'on fait jusqu'à ce que je peux comprendre pourquoi je devrais être sur cette côté de l'intimé. Donc, même maintenant, je ne sais pas vraiment quel côté j'aime mieux, mais au moins, moi, je peux comprendre les deux côtés et je peux comprendre toutes les argumentations. Et à mon avis, ça me met un peu à un avantage. Ben, moi, je pense que vous êtes déjà une avocate, alors, parce que c'est exactement, si j'ai bien compris, c'est exactement le cœur de ce métier, c'est justement d'être capable de comprendre les deux côtés et de ne pas se laisser influencer par son biais personnel. On a tous des biais personnels, on a tous tendance à être et souvent, le problème, c'est qu'on se laisse enfermer dans nos biais. Un des éléments très intéressants de ce projet, justement, je trouve, et qui est justement une des choses que vous allez apprendre, que vous avez appris grâce à ça, et la preuve, c'est que vous l'avez appris, c'est justement ça, d'être capable de fermer ces biais cognitifs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existeront pas, ils sont toujours là, d'être capable de les fermer pour être capable de faire une analyse qui ne soit pas influencée par ces biais. Et là, si vous avez cette capacité, ça va vous permettre d'aller très loin dans votre vie professionnelle, quel que soit le métier que vous choisissez, parce que c'est essentiel. Essentiel parce que les biais cognitifs, malheureusement, ça nous aveugle et ça nous fait faire commettre d'énormes erreurs à tout niveau. Hein. Très intéressant. Est-ce que Gabriel ou Winston, vous aimeriez ajouter quelque chose à ça? OK. Alors, je vais poser une question suivante. Qu'est-ce que vous avez pensé, enfin, de la recherche, du travail de recherche, de comment dire, de précédents juridiques, et quelle stratégie vous avez utilisée, justement? Est-ce que vous avez d'abord pensé à un argument et fait votre recherche en fonction de cet argument, ou est-ce que vous avez essayé de faire une recherche très générale et vous êtes laissé guider par ce que vous avez trouvé, les documents que vous avez trouvés? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Alors, je pense que ça a posé plusieurs défis, comme c'est un type de recherche qu'on n'a pas vraiment fait avant ce projet-là, mais j'ai oublié la deuxième partie de votre question. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous avez mis au point une stratégie, c'est-à-dire est-ce que vous avez commencé d'abord penser à un argument et ensuite articuler votre recherche autour de cet argument, ou est-ce qu'au contraire, vous avez fait une recherche très générale et que c'est cette recherche qui vous a permis de bâtir votre argument? Je pense au début, on a fait des recherches plus générales parce qu'on ne savait pas forcément comment approcher ce projet, mais à fur et à mesure qu'on a développé des vues sur cette affaire et qu'on a un peu développé nos arguments, on a décidé de mener nos recherches plus en fonction des arguments. Bien. Et est-ce que Anna Winston a quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, je dirais juste que j'ai fait un peu la même chose aussi, juste des recherches généraux pour essayer de retrouver de quel côté je voulais
me débattre. Et puis aussi, j'ai réalisé que le côté que j'ai choisi, je crois que c'était pour moi le côté qui était un peu plus intéressant à essayer de justifier. Alors, c'est ça. Très bien, excellent. Anna, vous voulez ajouter quelque chose ou tout a été couvert? Okay. Alors, une autre question. Parlez-nous de la rédaction du mémoire. Est-ce que ça a été difficile? Et pareil, quels ont été les obstacles et comment vous les avez surmontés? Si vous avez rien à ajouter là-dessus, oui, Gabrielle? J'allais dire que c'était un processus très long. Ça a duré plusieurs semaines et on a mis beaucoup d'heures dans ce processus. Et je pense qu'un des défis, c'était vraiment de pouvoir organiser toutes nos pensées parce qu'il y avait encore une fois plusieurs éléments à considérer. C'est quelque chose que peut-être les gens qui regardent, donc certaines et certains ont mené le projet, donc vous savez de quoi il s'agit, mais peut-être que d'autres ne se rendent pas compte. La rédaction de mémoire, c'est un exercice très difficile. C'est pour ça que moi, je suis très impressionné par le travail qui a été fait par tous les participants, hein, notamment nos finalistes, mais tous les autres. Il faut, donc on recherche, d'abord, il y a un travail de recherche de décisions antérieures, d'analyse de ces décisions pour voir en quoi elles sont pertinentes, ensuite, effectivement, de les articuler pour que à la fois ça soit compréhensible, parce que ça ne doit pas devenir un espèce de langage pseudo-juridique qui ne veut rien dire. Donc, on ne peut pas couper-coller des décisions en disant là, en ajoutant, en espérant que ça va. Non, il faut articuler ça de manière rationnelle et donc de faire un mémoire qui couvre tous les sujets, qui respecte les règles du mémoire. Il y a beaucoup de règles très, très précises et c'est intéressant pour moi de lire les commentaires des auxiliaires juridiques qui ont jugé les mémoires parce que c'est vraiment beaucoup de choses très difficiles. Il faut vraiment se poser beaucoup de questions. Je pense qu'on mettra en ligne vos mémoires et je demanderai à vous et à vos professeurs si vous êtes d'accord pour mettre avec les commentaires de nos auxiliaires juridiques parce que ça vaut la peine de voir ces choses en même temps. Donc voilà, c'est vraiment, il faut que les gens s'en rendent compte, c'est vraiment un exercice très très difficile, effectivement qui prend beaucoup de temps et que vous avez réussi à le faire en un temps record vu les conditions. On a vraiment dû accélérer le processus à cause de toutes les contraintes, des quadrimestres et des choses comme ça, ce qui fait que, alors que le Charter Challenge, qui existe depuis longtemps, les élèves ont 2 mois et en plus, souvent leurs professeurs ont l'habitude, c'est souvent des gens qui ont participé très souvent, alors que là, c'est tout récent. Vos professeurs ont fait un travail formidable, d'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce que c'est très, très difficile, ils ont réussi à apprendre ça et à vous soutenir alors que c'est très difficile pour eux parce qu'ils doivent prendre connaissance de ce projet, ils doivent comprendre ce que c'est. Et donc, en très peu de temps, vos professeurs et vous avez vraiment réussi à faire un travail assez extraordinaire au niveau de la construction de tout ce que vous avez fait. Une autre question que je voulais vous poser justement, c'est est-ce que les ressources que nous vous avons fournies vous ont été utiles? Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? De quoi vous auriez besoin pour que ce soit plus facile de faire ce travail? Ou peut-être nos ressources étaient très, très bien. Oui, Anna? Je ne peux pas vraiment penser à des choses à faire pour améliorer. Donc, les ressources qu'on a utilisées, en général, c'était le site web où on pouvait faire des recherches sur des cas. On l'a trouvé assez facile d'utiliser parce que ça nous donne, si on met des mots qu'on veut utiliser dans notre mémoire, ça va nous donner des cas qui incluent ces mots. Excusez-moi, je vous dérange. J'avais juste une petite question à poser à Maître Gazlot sans les autres. Donc, Monsieur Gazlot, est-ce possible de me téléphoner tout de suite? Je vais me mettre sur le... Je vous ai envoyé mon numéro de téléphone et là, on serait prête à donner la réponse. Est-ce que c'est pas plus facile si je vais dans la chambre sur la chambre des juges là
que D'accord, Nathan... mais on n'est pas dans la chambre des juges, on l'a fait par téléconférence. Ah, d'accord. OK, alors je vais vous appeler. Donc, OK, parfait. alors, je suis désolé, je vais donc vous laisser... Donnez-moi, Thomas, ton numéro de téléphone. Oui, alors bon, c'est pas grave si les gens m'appellent. C'est le 647 Oui, 898 oui. 84 57. Il faut juste que je lâche mon téléphone. Donc, 84. 57. 647 898 84. Je vous téléphone. D'accord. Ok. Je vous laisse 30 secondes. Excusez-moi. Hein. OK, alors je vais laisser, excusez-moi, comme vous allez voir, en fait, c'est exceptionnel, donc à chose exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, je vais laisser la parole à Madame la juge Thorburn qui va vous expliquer ce qu'il en est. Excusez-moi, Thomas, j'ai manqué ce que vous avez dit. Alors, j'ai juste dit, moi, j'ai juste dit que j'allais vous laisser annoncer les résultats et que donc, voilà, je vous laisse la parole pour annoncer les résultats. D'accord. Je pense qu'on manque notre troisième juge, la juge Cassel. D'accord. On attend. OK, voilà. Ah, voilà. Voilà, c'est bien. Alors, je dois vous dire qu'on a discuté longuement. On a été très, très impressionnés par les trois avocats et les mémoires des trois avocats. On va avoir des commentaires à vous donner de façon plus précise, mais vraiment, après avoir discuté longuement, on a décidé pour la première fois que moi, je participe à ces affaires, qu'il y a égalité. Alors,
entre les deux équipes, on n'a vraiment pas pu dire qu'il y avait un meilleur que l'autre. Et je sais qu'on a été très impressionnés du fait que Maître Fournier a fait tout l'argument lui-même. Et on a aussi été très impressionnés du fait que, en n'ayant pas la réponse à la question qu'on lui avait posée la première fois, en réplique, il a repris et nous a donné une réponse très complète, une très bonne réponse. Et puis, il a très bien fait son affaire. Mais on doit dire aussi qu'on a beaucoup aimé la plaidoirie et de Maître Latouche et de Maître Licou. On a posé plein de questions. Toutes les questions ont été très, très bien faites les réponses étaient très bonnes. J'ai beaucoup aimé le fait que Maître Latouche a dit « Est-ce que ceci répond à votre question ?» Parce que là, on est sûr que la juge ou le juge a la réponse parce que c'est une occasion de clarifier pour le banc la réponse à la question. Et là, ça peut aider beaucoup votre argument parce que vous avez abordé la question, résout le problème du juge ou de la juge. Donc ça, c'est très, très bon. Et je sais que et Maître Licou et Maître Latouche ont bien répondu à toutes nos questions. On a vraiment été très bien, très, très, très impressionnés par l'argument des deux équipes. Je sais que Maître Arsenault et Maître Cassel, les juges Arsenault et Cassel pour aujourd'hui, ont aussi leurs propres commentaires. Donc, je vais leur donner la parole. Mais je dois vous dire aussi qu'après que vous avez eu les commentaires des deux autres juges, on veut garder un peu de temps pour répondre à vos questions et à vos impressions de notre travail. Alors, le juge Arsenault, voulez-vous commencer? Oui, absolument. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, j'aimerais vous féliciter tous les trois pour d'excellentes plaidoiries. J'ai trouvé ça extrêmement bon. Vous avez pu garder le fil de vos arguments, de garder l'intégrité de vos arguments sous un barrage de nos questions. Ça a été extrêmement impressionnant. Ça a été très plaisant de vous voir ne pas vous écraser sous le stress. Je sais que ça peut être très énervant de faire face à une panel que vous ne connaissez pas, qui vous demande des questions sur un projet que ça fait très longtemps que vous travaillez dessus. J'ai fait des telles plaidoiries moi-même et j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement stressant. Ça fait, j'ai trouvé que vous avez fait du très beau travail. Je souligne aussi ce que Madame la Présidente a dit, que nous avons délibéré longtemps et très vivement sur vos plaidoiries et que nous n'avons pas été capables de nous rendre à un gagnant. On a tous trouvé que vous étiez tous très bons pour nous donner un sentier vers un champion. Ça fait félicitations. Matt Fournier, Matt Fournier, vos plaidoiries étaient très bonnes. Je veux quand même échoer ce que Mme la Présidente a dit. Quand nous avons été impressionnés que vous avez pu faire tous les 4 questions en litige vous-même. Ça a été chouette de voir. Ça a été des arguments complexes, chargés de faits, chargés de questions de droit. Ça a été très, très, très plaisant de vous voir naviguer ces questions complexes vous-même. Il y a quelques points de vos plaidoiries que j'aimerais souligner. Un, c'est extrêmement difficile de prendre le temps, comme vous l'avez fait, quand on nous demande une question pour réfléchir, surtout à la fin, quand on vous a demandé si vous avez un droit de réplique, vous avez pris le temps de réfléchir à votre droit de réplique, vous avez pris le temps de vous fixer sur un point que vos amis, les intimés ont présenté et de nous donner une réponse concrète et pleine à ce point-là. C'était vraiment impressionnant. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est que j'ai apprécié votre honnêteté. J'ai apprécié le fait que si on vous demandait une question que vous n'étiez pas sûr de la réponse ou qu'on vous demandait trop, vous le soulignez. Puis ça, c'est de quoi qui est extrêmement difficile à faire. C'est beaucoup plus facile de balbuter une réponse puis d'espérer que vous pouvez envahir les juges avec des mots plutôt qu'avec la substance. Mais vous n'avez pas choisi ce chemin-là. J'ai trouvé ça extrêmement impressionnant. Ça fait félicitations, Matt Fournier. Matt Latouche, même chose, des arguments très complexes, beaucoup de questions de notre part, surtout de ma part, mais j'ai trouvé que vous avez très bien fait ça, de pouvoir réfléchir à vos réponses qu'on ne vous a pas induit en erreur avec nos questions. Et quelque chose que j'ai trouvé très impressionnant, c'est que vous nous demandiez, si vous ne comprenez pas une question, vous nous demandiez
est-ce que c'est plutôt votre question? Et là, vous soulignez le point qu'on essaie de faire. Puis ça, c'est extrêmement important pour la panel. Ça nous fait comprendre que vous avez compris l'argument. Ça nous fait aussi comprendre que vous êtes touché par le fait que nous autres, on a des préoccupations et que vous voulez répondre à ces préoccupations-là. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Matt Licu, même chose. Dans votre deuxième argument, Matt Licu, j'ai eu de la misère de penser à une question qui souligne pleinement comment intègre qu'étaient vos soumissions. J'ai aussi beaucoup apprécié la dernière question que je vous ai demandé, qui était très difficile en ce qui touche de différencier l'affaire Grant de l'affaire que nous avons devant nous autres. C'est un talent exceptionnel d'un avocat de pouvoir réfléchir sur les faits et de pouvoir nous donner des raisons pourquoi l'affaire Grant ne ressemble pas à l'affaire ici. C'est une question très complexe. Puis je trouve que vous avez très bien débrouillé. Vous avez fait vos soumissions d'une manière mesurée, d'une manière intègre. Puis ça l'a fait très facile et plaisant pour nous de le suivre. Enfin, ça conclut mes soumissions. Félicitations à vous trois encore une fois. C'est un plaisir d'être ici. Bon, merci. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors, félicitations à tout le monde. Alors, pour Maître Fournier, je voulais vous féliciter. Vous avez répondu à plusieurs questions complexes qu'on vous a posées et c'est toute seule. Donc, vous avez vraiment fait une bonne job. Je voulais dire que j'apprécie comment vous avez pris le temps de penser avant de répondre aux questions. Et j'ai remarqué que des fois, vous preniez un verre d'eau et je trouvais que c'était un bon truc. Je me suis déjà fait dire quand moi j'ai fait un exercice de plaidoirie de prendre un verre d'eau avant de répondre à la question. Comme ça me donne le temps de réfléchir. Donc, vous avez bien fait. Et puis avec les Maîtres Latouche et Licu, je voulais aussi vous féliciter. Et une chose que j'ai vraiment appréciée avec votre plaidoirie, c'était que tout à travers les 4 questions, vous avez gardé le même rythme. Alors même si à la fin, peut-être, j'imagine, vous étiez stressé, pensez, regardez peut-être au temps et vous avez gardé le même rythme, puis jamais j'ai senti que vous étiez stressé. Donc, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Donc, on doit dire qu'on a été très, très bien impressionnés. Je sais que c'est difficile, surtout ces temps-ci, que vous ne vous voyez pas en personne, vous n'êtes pas capable d'aller vous voir pour travailler ensemble et le faire de façon dont on l'aurait fait il y a 2 ans. Mais c'est un peu la même chose pour nous. C'est difficile. Moi, en fait, j'ai trouvé ça difficile parce que d'habitude, surtout à la cour d'appel, on est 3, on est dans la salle d'audience, on est tous ensemble, on peut discuter, il y a le va et le vient. On voit non seulement le visage d'un avocat, mais le comportement. Mais là, on ne voit que le visage. On ne sait pas vraiment s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas très confortable ou qui a des petits problèmes ou qui a besoin de prendre une petite pause, des choses comme ça. Donc, c'est difficile pour nous et je sais que c'est très difficile pour les avocats de travailler dans les circonstances comme ça. Donc, j'espère bien que ça ne durera pas trop longtemps. Mais on voulait vous accorder le temps, quelques minutes maintenant, pour nous poser des questions. Si vous avez des questions, que ce soit pour vos carrières en droit, que ce soit sur la plaidoirie, que ce soit sur vos performances, peu importe, on est ici pour répondre à vos questions. Si je peux me permettre, combien de temps vous disposez? Parce que je pense que ça va influencer quel genre de questions il faudrait poser. Combien de temps on peut encore… Je ne parle que pour moi-même, mais j'ai peut-être une demi-heure s'il le faut. Mais voilà. Je ne sais pas, Maître Arsenault ou Maître Cassel, si vous avez d'autres choses. Moi, je ne suis pas pressé non plus. Prenez votre temps. Alors, discutons. Je pense que c'est bien… si vous voulez poser quelques questions sur l'audience, ça c'est bien, mais gardons du temps pour poser des questions sur les carrières juridiques. Ça, c'est vraiment
on a donc la chance d'avoir les plus grands spécialistes du droit à qui on peut poser des questions. Donc, c'est le temps de leur demander quelle carrière ils ont, enfin, quel était leur parcours et tout ça. Mais comme on a un peu de temps, vous pouvez aussi, si vous avez encore des questions sur les décisions et tout ça, on peut commencer par ça. Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Tu veux commencer? Ah, Gabriel. J'ai une question pour tous les juges. J'aimerais savoir ce qui vous a inspiré à poursuivre une carrière en droit. Je vais laisser la parole aux jeunes en premier. Ben, pour moi, c'était pendant mon bac à Queens, j'ai fait un peu de bénévolat au Centre canadien pour les victimes de la torture et j'ai travaillé en tant qu'interprète et aussi à la réception et ça m'a vraiment fait réfléchir aux questions de droits humains et aussi je pense qu'en en voyant comment dans certains autres pays, il y a vraiment un manque de justice, que ça m'a vraiment fait penser à l'importance d'avoir un système de justice robuste. Et puis, ça m'a aussi fait réfléchir à comment... Ça m'a juste rendu curieuse de voir, de juste explorer ces questions de c'est quoi un droit et comment est-ce qu'on peut les protéger. Mais je me rappelle quand j'ai commencé ma première année à McGill, comme j'ai pas les membres de ma famille ne sont pas avocats, donc j'avais pas vraiment une bonne idée de ce que j'allais apprendre. Et je me rappelle, j'étais vraiment nerveuse parce que je me disais, oh, est-ce que je vais aimer ça? Mais c'était vraiment une très, très belle expérience. J'ai adoré mes 4 ans à McGill et c'est vraiment quelque chose que je recommande poursuivre là, des études en droit. Je trouve que j'ai plein d'amis j'ai des amis qui veulent être avocats, mais aussi ça ouvre des portes à plein d'autres carrières. Alors, c'est quelque chose que je vous recommanderais à poursuivre. Avant que Eric me parle, je me permets de dire qu'on a Jessie Abel et ce serait bien d'avoir aussi son point de vue. Donc, Jessie, si vous pouviez vous mettre en vidéo et puis ouais, toutes les questions, n'hésitez pas à répondre également. Moi, je vais essayer de distinguer ma réponse un petit peu de celle de Sophie, mais je l'ai trouvée très bonne. Moi, mon expérience en droit a commencé avec du bénévolat avec la John Howard Society, qui est une société qui traite du monde qui se trouve très près du système de justice criminelle. C'est là que j'ai appris le pouvoir au droit de faire beaucoup, beaucoup de bien et aussi beaucoup, beaucoup de mal. C'est un outil qui se propage à travers la société. Qui implique toutes les relations que tout le monde de notre pays a à chaque jour. Ça fait c'est de quoi que je trouvais extrêmement intéressant. Puis un domaine où je trouvais que je pouvais faire du bien si que je m'y lançais complètement. Mais comme Sophie, au fur et à mesure que j'ai poursuivi mes études en droit, j'ai aussi découvert que le droit se trouvait à l'intersection de beaucoup de mes intérêts. Je suis beaucoup intéressé dans la lecture, dans la langue, dans des plaidoiries orales que vous venez juste de faire, dans la philosophie, dans l'histoire. On dirait que la loi se trouve à la confluence de beaucoup de ces domaines-là, puis nous permet de les implémenter d'une façon concrète dans la manière qu'on se comporte tous les jours. Puis c'est un amour qui a commencé, disons, en 2018, puis qui se poursuit maintenant. Mais c'est beaucoup pour ça. Juste la poursuite académique du droit, la poursuite concrète du droit. Je trouve ça extrêmement intéressant, mais d'une manière concrète qui se passe tous les jours. C'est un peu la poursuite de la pertinence, parce qu'on se pose toujours la question en droit, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent à quoi? Mm-hmm. Moi, je dois dire que mon histoire est encore un peu plus différente. Moi, j'étais tout à fait impliquée dans la musique, premièrement au piano, deuxièmement en opéra, chant classique.
Et j'ai fini mes études à Montréal, je suis allée en Italie, je vivais en Italie, j'étais chanteuse d'opéra, mais il y a des vulnérabilités des artistes. Et c'est très difficile, la vie des artistes, c'est très difficile. Et c'est aussi, il y a aussi une question de quels sont nos droits. Ce sont des gens assez vulnérables qui ne font, la vaste majorité, ne font pas beaucoup d'argent. Ils sont toujours en voyage, il n'y a pas de sécurité, de travail, etc. Donc, c'est important de savoir quels sont nos droits. Et moi, je pensais peut-être pouvoir aider les artistes. C'est ça ce que je faisais dans ma pratique, en fait. Je travaillais pour des artistes plus renommés, des artistes moins renommés, mais pour moi, c'était la raison pour laquelle je m'intéressais. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas passer ma vie à être chanteuse d'opéra. Donc, pour faire d'autres choses, j'ai pensé que je pouvais peut-être aider les gens de cette façon. Mais c'était aussi l'aspect intellectuel parce que je pense que c'est la logique, c'est l'étude de la pertinence qui m'engage et pour moi, c'est très important. Je sais que Jessie est ici. Je me compte très chanceuse parce que Jessie est mon auxiliaire à la cour d'appel. Donc, on va peut-être lui poser la question, quelle est la raison pour laquelle elle a décidé de poursuivre le droit. Merci beaucoup. Et je voulais dire aussi félicitations à tous. C'était très intéressant d'entendre aujourd'hui. Alors, mais pour moi, mes raisons sont presque la même des autres. Comme moi, j'ai toujours aimé l'argumentation, la logique, la langue, comme Eric a dit. Je trouve ça très intéressant. Mais j'aime beaucoup aussi travailler avec les personnes. Et puis, je voulais faire un peu du bien et essayer de protéger les droits des personnes. Et pour moi, travailler dans le droit, c'était une façon de s'engager intellectuellement dans les arguments, mais aussi travailler avec les gens et protéger leurs droits. Alors, oui, je l'aime beaucoup, mais pour moi aussi, j'ai pris quelques années avant de commencer mes études en droit. Alors, j'ai travaillé un peu avec, je m'excuse, je ne sais pas le mot en français, mais avec des non-profits, avec les gens. Et puis, je crois aussi que cette expérience m'a donné une perspective que je pouvais apporter dans le droit. Alors, je voudrais dire aussi, si vous voulez prendre quelques années pour travailler pour s'éduquer avant d'aller commencer une carrière en droit, vous pouvez faire ça aussi. Mais c'est surtout la chance d'engager intellectuellement et d'engager avec la logique et aussi d'engager avec les gens qui m'a supporté au droit. C'est aussi, je dois ajouter qu'il y a une flexibilité en droit. Parce qu'on peut travailler dans le gouvernement, on travailler en tant qu'avocat de la défense, procureur de la couronne, travailler dans le gouvernement. Il y a beaucoup de politiciens qui sont avocats, qui travaillent dans le domaine de politicien, de travailler en tant que rechercheur. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec un bac en droit. Donc, c'est ça qui est important aussi parce que des fois, on pense « Ah, ça nous intéresse beaucoup, droit de la famille, je suis passionnée pour le droit de la famille. » Et là, rendu compte, on est rendu à la faculté de droit ou peut-être même en pratique et on décide que bon, peut-être qu'on est plus intéressé en propriété intellectuelle. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un bac en droit. Et quand on a un bac en droit, on n'a pas de spécialisation comme si on fait un bac en sciences politiques. Bon, on n'a pas les moyens d'aller travailler comme médecin mais par contre, quand on a un bac en droit, on peut faire plein de choses, on peut travailler dans plein de domaines différents. Et pour moi, c'est une des choses les plus intéressantes en droit, c'est qu'on peut faire tellement de choses différentes et on peut changer de branche au moment donné si on décide que, en fait, peut-être on a d'autres idées. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous l'intention de poursuivre le droit? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'intéressent à poursuivre une carrière en tant qu'avocat ou Je pense que oui.
Oui. Et vous autres, Maître Licou, Maître Fournier, est-ce que ça vous intéresse? Moi, en général, je suis intéressée en devenir une psychiatre pour les criminels. Je pense que je devrais travailler un peu avec des cas où si j'ai un patient qui a fait quelque chose comme un meurtre, probablement que moi, je devrais apparaître dans le cours. Mais En tant qu'expert, c'est ça. oui, autre que ça, c'est la chose qui vraiment m'intéresse. Donc, probablement, je vais devoir étudier un peu du droit, oui. C'est intéressant. Moi, je suis en 11e année, alors ça veut dire que j'ai un autre an à décider. Mais je crois que sûrement pour l'année prochaine, en 12e, j'aimerais prendre le cours de droit au moins en 12. J'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est intéressant. Vous dites, j'ai encore un an pour décider en fait. Et là, je vais laisser Madame la juge Thorburn en parler. Mais si j'ai bien compris, il n'y a pas besoin forcément de décider quand on termine son secondaire parce que il faut d'abord finalement prendre un bac dans lequel on apprend une matière qui n'est pas forcément liée de près ni de loin au droit. Et si je me souviens bien de la biographie de Madame la juge Thorburn, elle, c'était très très loin du droit qu'elle était dans son bac. Je vais céder la parole. Et c'est un peu différent qu'en Europe, comme Monsieur Galzo saurait. En France, on finit notre bac et puis on entre à la faculté de droit. Donc, on a 19 ans, 20 ans et puis on commence notre cours de droit. Par contre, ici, il y a des gens qui commencent le plus tôt, ce serait après les 4 ans d'université, donc ce serait à l'âge de quoi, 22 ans. Et même, on peut faire comme Jessie a fait, et c'est une très bonne idée d'ailleurs, de travailler un petit peu, de savoir, bon, qui suis-je et qu'est-ce que j'aime faire? Parce qu'on change beaucoup. À l'âge de 19 ans jusqu'à 22 ans, 23 ans, même 25 ans, on change beaucoup en tant que personne, en tant que nos intérêts, notre expérience de travail, etc. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée du tout de travailler un petit peu avant d'entrer en droit parce qu'une fois rendu avocate ou avocat, on est pris, on travaille beaucoup d'heures, on travaille très fort et puis on n'a pas autant de temps juste pour prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire et pourquoi. Mais pour moi, j'aime beaucoup avoir l'occasion de travailler avec les étudiants. C'est une très belle expérience pour moi. Je pense que c'est très important. Et puis, je suis très reconnaissante que malgré les circonstances, cette année, l'année passée, que vous avez pris le temps de travailler si fort et de faire un effort si formidable pour nous. Alors, moi, je voulais remercier tous les avocats aujourd'hui. Et je sais que je parle non seulement de ma part, mais de la part de Maître Arsenault, Maître Abel et Maître Cassel aussi. Donc, je voulais vous remercier beaucoup, beaucoup. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Félicitations. Auguri, comme on dit en italien. Donc, je ne sais pas. Thomas? Oui, exactement. Alors, moi, je vais clore. Je voudrais effectivement remercier tout le monde. D'abord, évidemment, toutes les participantes et les participants à ce défi de la charte, leurs professeurs qui ont été admirables malgré les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ce défi de la charte s'est tenu. Notre équipe de jeunes francophones qui travaille avec moi et qui a fait un travail mais alors formidable pour promouvoir ce programme, pour insister, parce que les professeurs disaient on est débordés, on ne peut pas faire ça, et ils insistaient, tant si bien que les professeurs ont fini de s'inscrire, et il y a certains des élèves de ces professeurs qui ont participé après avoir été convaincus de participer au projet, et qui ont rédigé des mémoires. Donc, c'est extraordinaire. Et puis également, on fait un gros travail pour vous aider à développer nos ressources en français. Maintenant, on a un éventail de ressources en français qui est équivalent à ce qu'on offre en anglais, et c'est assez extraordinaire parce qu'en très peu de temps,
on a réussi à rattraper un retard phénoménal et à bâtir tout un arsenal de ressources en français. Donc évidemment, Sophie Cassel de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, Éric Arsenault de la Cour d'appel de l'Ontario, Jessie Abel de la Cour d'appel de l'Ontario, également Nicole Spadotto, également de la Cour d'appel de l'Ontario, qui n'était pas là ce soir, mais qui a répondu avec Sophie Cassel aux questions des élèves sur nos forums en ligne. Et enfin, Madame la juge Thorburn, qui est le roc sur lequel notre défi de la charte est bâti. Le fait que Madame la juge, malgré toutes ses responsabilités, nous donne aussi généreusement de son temps est une bénédiction et on ne pourrait absolument rien faire sans elle. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à vous qui avez assisté à ce défi de la charte et à la prochaine fois, le prochain défi de la charte qui, on l'espère, aura lieu dans un an. Un groupe très doué, donc félicitations. Merci. Au revoir. Bonne soirée.